Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste spécialisé dans l'économie sociale et solidaire et les entreprises à impact. Alors je suis très heureux évidemment de vous accompagner ce matin sur cet événement de l'Alliance pour le mécénat de compétences pour parler ensemble du mécénat de compétences à impact à l'occasion de l'étude qui a été réalisée pour l'Alliance par Kimso, en collaboration avec Pro Bono Lab. Alors on va avoir une matinée assez riche, parce que évidemment on va parler de ce mécénat de compétences à impact. Vous savez que tout le monde parle d'impact en ce moment. Alors on va essayer de voir comment on fait pour avoir vraiment de l'impact avec le mécénat de compétences. On va voir ce que ça veut dire pour l'Alliance, pour le mécénat de compétences. On va écouter bien sûr Kimso et Pro Bono Lab nous présenter cette étude. Et puis sur la table ronde tout à l'heure, on va discuter ensemble de ce mécénat de compétences à impact avec 3 membres du groupe de travail, avec 3 partenaires de l'Alliance aussi. On verra également comment tout ça fait écho à des travaux qui ont été menés séparément par l'INGEP. Et puis, vous pourrez poser vos questions aux alentours de 10h15 à nos intervenants avant la conclusion de Corinne Massin, la présidente de l'Alliance, qui est au premier rang. Merci à vous d'être là. Et on va tout d'abord commencer par quelques propos introductifs du Philanthrolab qui nous accueille dans ce magnifique lieu. Charlotte Henry, vous êtes responsable des partenariats. Je vous invite à nous présenter le Philanthrolab. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aujourd'hui nombreux pour cette journée sur l'impact du mécénat de compétences. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Philanthrolab, bienvenue. Vous êtes ici dans un lieu qui a plus de 600 ans d'histoire. Vous êtes en fait dans la première faculté de médecine de la ville de Paris. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à aller voir ensuite la rotonde d'anatomie qui est donc juste derrière vous. C'est un lieu qui est chargé d'histoire. C'est aussi un lieu qui aujourd'hui est dédié aux associations et aux philanthropes, puisqu'en fait il a été créé, ce lieu rénové, créé par un philanthrope qui est Philippe Journeau, qui dirige la compagnie de Phalsbourg. C'est aussi pour ça que ça a d'autant plus de sens de recevoir aujourd'hui des événements comme celui-ci. Le Philanthrolab, c'est d'abord un lieu de coworking. Au-dessus de vous, vous avez 3 plateaux de coworking pour des associations à des tarifs qui défient toute concurrence, des tarifs qu'on peut proposer grâce à nos mécènes. Et vous avez aussi un incubateur pour des associations qui est un incubateur gratuit. On accompagne des associations pendant 10 mois grâce à des partenaires, grâce à des mécènes de compétences qui les accompagnent sur leur structuration juridique, leur gouvernance, leur communication, leur structuration de levée de fonds. Et aujourd'hui, on est très fiers de non seulement pouvoir accueillir des événements comme celui-ci et de pouvoir accompagner des porteurs de projets comme vous le faites vous aussi au quotidien. C'est une vraie fierté pour nous et pour cette raison, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé ensuite par une visite du lieu, l'équipe du Philanthrolab sera ravie de vous faire visiter, de vous expliquer plus en détail tout ce qu'on y fait. Je vous souhaite une excellente matinée. Merci à l'Alliance pour le mécénat de compétences, à Pro Bono Lab et à Kimso. Et je vous repasse la parole. Merci beaucoup Charlotte Henry, vous pouvez l'applaudir. On va passer le micro maintenant à Pascal Gustin. Il est vice-président de l'Alliance pour le mécénat de compétences. Il nous rejoint et il va nous présenter l'Alliance et il va nous dire pourquoi cette étude et pourquoi maintenant. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Voilà, écoutez, j'ai l'honneur d'être vice-président de cette association. Au départ, ça n'a pas été une association, ça a été un regroupement d'entreprises qui ont fait un manifeste et qui ont élaboré un manifeste en 7 points. Il y a presque 4 ans, et qui a abouti, alors un manifeste en faveur du regroupement de compétences pour aider au développement du mécénat de compétences auprès des entreprises. Donc d'être un promoteur du mécénat de compétences auprès des entreprises, mais aussi déjà dès le départ de voir comment on pouvait commencer à partager des pratiques, des méthodes, et puis une sensibilisation plus forte des collaborateurs à ce type d'approche. Ça s'est transformé en association qui regroupe maintenant 27 entreprises de toute taille, plutôt quand même des grosses et plutôt des parisiennes. C'est pour ça que je suis un vice-président régional. On a essayé d'équilibrer un petit peu. Cette association a, dès le départ, commencé à partager sur des pratiques
D'abord, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux vous apporter comme expérience par rapport à ce que je pratique auprès d'autres associations? Et puis assez rapidement, on s'est posé la question de est-ce que ça a un impact? Donc on est dans la logique des mesures d'impact et on s'est posé la question sur 3 dimensions. Les impacts auprès, bien évidemment, des associations, par rapport aux utilisateurs finaux, par rapport à l'objet des associations, par rapport aux collaborateurs, et puis par rapport, dirais-je plus globalement, par rapport au système du mécénat de compétences en France. Dans cette dimension sur les collaborateurs, il y a un point sur lequel il faudra qu'on insiste dans le futur, et c'est aussi un des éléments qui fait qu'on s'engage au niveau des présidents. Tous les ans ou tous les 2 ans, il y a une rencontre de l'ensemble des présidents qui réaffirment leur engagement par rapport à cette association. Voir aussi quel est l'impact auprès des dirigeants eux-mêmes, et comment les dirigeants eux-mêmes sont des acteurs themselves de ce mécénat de compétences. Ils ont tendance à développer ça auprès des collaborateurs, et c'est vrai que ça se développe d'une façon forte, mais ça nécessite aussi de remonter au niveau des équipes dirigeantes, parce que là, on peut avoir des expériences dans d'autres pays et d'autres territoires. Donc l'objet de cette matinée, c'est de travailler sur ces éléments d'études d'impact, des résultats. Il y a eu des observatoires qui ont été faits, qui ont été publiés. Vous avez un site en ligne qui est très bien fait, qui présente ces mesures d'impact, qui présente ces études, et l'objet, bien évidemment, c'est que vous rejoigniez cette association, que vous soyez plus nombreux et que l'on puisse se développer de façon plus forte. Il faudrait qu'on ait plus de PME qui nous rejoignent, qu'on ait un petit peu un équilibrage par rapport à ça. On a grandes entreprises, on a quelques ETI, dont un des présidents va parler, juste après moi. Mais j'insiste aussi sur le fait qu'il faut que ce soit porté par l'ensemble du tissu des entrepreneurs en France. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal Gustin. Merci à vous, et j'appelle maintenant Frédéric Sebag, c'est le président d'Open. Open, c'est l'une des entreprises qui composent l'Alliance. Merci à vous d'être avec nous, et donc vous allez nous dire pourquoi ce mécénat de compétences à impact est important pour un dirigeant d'entreprise. Et pour Open en particulier, effectivement. Donc Open, c'est une entreprise de services du numérique de 4000 personnes, un peu plus, présente principalement en France. Alors, dans notre politique d'engagement sociétal, on a plusieurs piliers sur lesquels l'entreprise agit. Un d'entre eux s'appelle le mieux vivre chez Open, donc la façon de prendre possession pour nos collaborateurs de l'entreprise. Et dans ce mieux vivre chez Open, qui est donc au cœur de l'engagement, il y a un programme qui est pour Open le mécénat de compétences. Alors, quel intérêt ce programme a-t-il pour nous ? Il a comme intérêt que non seulement il engage l'entreprise vers le mouvement associatif, mais il engage aussi chacun des collaborateurs d'Open, chacun des individus à faire quelque chose par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'engagement sociétal au travers de son entreprise, mais par lui-même. C'est ce que nous qualifions d'engagement citoyen. Et c'est en ce sens que le mécénat de compétences est un formidable levier de nos actions sociétales. Mais, et je rejoins Pascal dans ses propos, on a donc, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on a engagé, c'est très important pour nous, ça engage peut-être 300 ou 500 collaborateurs par an sur ces sujets, donc dans différentes associations, ils peuvent les choisir parmi toutes celles que nous leur proposons. Mais effectivement, on a des étapes maintenant après ce temps de digestion et d'implication à franchir pour l'entreprise et pour chacun de nos collaborateurs. On doit aller mieux mesurer l'impact de cet engagement vers eux et surtout vers ceux qui bénéficient de leur temps. Et on doit effectivement aller plus loin dans l'engagement managérial pour que les managers qui déjà favorisent cet engagement-là puissent toucher du doigt un peu plus la réalité donc du bénévolat finalement et donc de l'engagement actif et qui puissent ensuite avoir une maturité plus forte dans leur propre management. Merci beaucoup Frédéric Sebag, vous pouvez l'applaudir également. Merci à tous pour ces propos introductifs. Et voici maintenant le moment très attendu de la présentation de cette alliance, de cette étude réalisée par Kimso en collaboration avec Pro Bono Lab. Et je vais d'abord appeler Camille Bachelard, qui est directrice générale adjointe de Pro Bono Lab, pour comprendre comment, Camille, bonjour à vous, merci d'être là, pour comprendre comment vous faites le pont, vous, entre les entreprises et les associations, et comment vous avez travaillé ensemble avec Kimso. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Camille Bachelard, directrice générale adjointe de Pro Bono Lab.
Avant toute chose, je tenais à remercier l'Alliance pour cette opportunité de collaboration et de partenariat sur l'étude qui nous a semblé absolument essentielle dans la mesure où jusqu'à présent, il n'y avait pas d'étude d'impact sur le mécénat de compétences. Chez Pro Bono Lab, ça fait 11 ans qu'on œuvre pour démocratiser le mécénat de compétences, créer des ponts entre les associations qui œuvrent sur le terrain et les entreprises qui souhaitent incarner leurs engagements au travers du mécénat de compétences. Donc il nous a vraiment semblé important de pouvoir apporter toute cette connaissance et toutes ces observations qu'on fait au quotidien sur le terrain. Chez Pro Bono Lab, on agit comme un laboratoire, c'est-à-dire qu'on va expérimenter le mécénat de compétences auprès de différents publics, différents formats. Et ça nous permet du coup d'être vraiment connectés aux conséquences du mécénat de compétences sur les associations et à la fois sur les volontaires. Pourquoi c'est important du coup d'être à l'écoute des associations dans le cadre d'une étude comme ça? Aujourd'hui, le mécénat de compétences est à considérer comme une démarche d'innovation sociale. Dans l'innovation sociale, quand on fait de la mesure d'impact, on prend en compte les résultats et les conséquences sur les bénéficiaires directs. Et dans le cadre du mécénat de compétences, bien évidemment, ce sont les associations qui sont les bénéficiaires directs du mécénat de compétences. Donc en premier lieu, important d'écouter les effets du mécénat de compétences sur les associations, puisque ce sont elles qui vont nous faire remonter si ça fonctionne ou pas. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu apporter. Deuxième élément, c'est en restant connecté à ce qu'elles vont nous dire qu'on va pouvoir améliorer la pratique. Une entreprise par exemple qui va mettre en place, et on pourra y revenir tout à l'heure sur les tables rondes, une pratique de mécénat de compétences sans prendre en compte les intérêts des associations, ce sera pas ça jouera pas en la faveur de l'association, donc ça risque d'être un échec. Donc pour nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est vraiment très important d'observer à la fois ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien pour pouvoir améliorer la pratique et faire en sorte qu'elle puisse fonctionner. Dernier élément, on a souhaité, et c'est ce qu'on fait aussi au quotidien en créant des ponts du coup entre les entreprises et les associations, on souhaite ramener du dialogue au quotidien entre les entreprises qui ont des ressources super importantes pour pouvoir accompagner les associations qui, elles, œuvrent au profit des enjeux de société. Donc on s'est dit qu'en pouvant apporter dans le cadre de cette étude le regard des associations et vraiment porter leur voix, c'était aussi un moyen de pouvoir incarner et de donner l'exemple d'une coopération entre le monde de l'entreprise et le monde associatif. Plusieurs objectifs du coup pour Pro Bono Lab dans la participation de cette étude. Le premier, c'était de mieux comprendre la perception du mécénat de compétences sur les associations et sur les collaborateurs qui s'y engagent. Le deuxième, c'est de pouvoir mettre en lumière les effets du mécénat de compétences pour pouvoir derrière le démocratiser au maximum. C'est ce qui est inscrit dans notre mission. Ensuite, c'est de pouvoir nourrir un argumentaire, de pouvoir avoir des éléments qui nous permettent de montrer en quoi le mécénat de compétences c'est important et surtout pourquoi ça marche. De pouvoir disposer de recommandations pour pouvoir accroître l'impact du mécénat de compétences et pouvoir l'améliorer. Et enfin, pouvoir développer une approche et un langage commun pour qu'on puisse tous parler de la même chose quand on parle du mécénat de compétences. Je laisserai à Kim So du coup la suite pour rentrer dans le détail de l'étude. Et merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup Camille Bachelard, vous pouvez l'applaudir. Et applaudir Pro Bono Lab pour son travail. Et donc, effectivement, voilà, je vais passer la parole à Samia Cordel, qui est juste à côté de nous. Donc, Samia, elle est directrice conseil chez Kim So. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une société de conseil en impact social. J'ai un petit micro ici. Et voilà, et Samia Cordel va nous dire ce que révèle cette étude, ce que disent les associations, comme en parlait Camille à l'instant, mais aussi ce que disent les collaborateurs et ce que disent les entreprises à propos du mécénat de compétences à impact. Très bien, merci beaucoup Frédéric et bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ici. Merci beaucoup à l'Alliance et à Pro Bono Lab pour votre confiance pour cette étude. Et je suis ravie qu'on puisse vous partager effectivement les principaux enseignements de cette étude qu'on a menée au premier semestre de l'année 2022 sur l'impact du mécénat de compétences. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quand même quelques mots de cadrage de cette étude, simplement pour rappeler que l'objectif essentiel, c'était de répondre à une question évaluative centrale. Qu'est-ce que le mécénat de compétences change pour les associations qui en bénéficient? En quoi on peut en faire un outil efficace au service de l'impact social et donc de l'intérêt général? Donc pour ça, on a mis en place une démarche évaluative en 2 temps.
Un premier temps qui est plutôt destiné à comprendre l'impact, ces fameux impacts, justement, à les éclairer, à voir ce qui se joue. Et on l'a fait au travers d'une phase qualitative qui nous a permis d'interroger par entretien à la fois des associations, bien sûr, concernées par le mécénat de compétences, mais aussi des collaborateurs engagés. Et puis une deuxième phase plutôt destinée à donner une approche plutôt quantitative de ce mécénat de compétences, donc à mesurer au travers d'un questionnaire qui a donc été diffusé auprès d'associations bénéficiaires de mécénat de compétences. Et on a obtenu 161 réponses à ce questionnaire. Alors, un rapide focus quand même pour vous dire un peu qui elles sont. Vous voyez pas beaucoup ici, mais je vous le dis, l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Elles représentent en fait effectivement une certaine diversité du secteur associatif aujourd'hui en France. Elles sont présentes partout en France, pas seulement à Paris, mais aussi dans les territoires. On parle aussi bien d'associations locales que d'associations qui ont des têtes de réseau ou qui sont des antennes. Et elles ont quand même une particularité, c'est que ce sont plutôt des associations de grande taille pour la majorité d'entre elles. En tout cas, plus de la moitié d'entre elles sont des associations de grande taille et elles interviennent principalement sur des thématiques autour de l'action sociale au sens large et de l'éducation. Alors, l'étude a donné lieu à un rapport d'impact détaillé, mais on va vous partager aujourd'hui 3 enseignements clés. Le premier, vous le voyez ici, c'est que le mécénat de compétences, c'est une pratique courante pour les associations qui ont répondu à notre enquête et ça répond à un vrai besoin. Pratique courante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 81% précisément des associations répondantes, 4 sur 5 quand même, avaient déjà des pratiques de mécénat de compétences quand on les a interrogées. Elles avaient déjà expérimenté plus de 3 formats, avec toutefois une prédilection, vous le voyez apparaître sur ce graphique, pour le format dit individuel de longue durée, c'est-à-dire supérieur à 3 mois. C'est le format privilégié par 73% des associations qui ont recours au mécénat de compétences. Ce qui est intéressant dans cette logique, dans cette approche, c'est aussi que ces associations, pour la plupart, avaient déjà des liens avec les entreprises avec qui elles ont fait du mécénat de compétences. Et ça traduit une sorte de familiarité dans la relation, qui est un point que vous devez garder à l'esprit pour le succès du mécénat de compétences. Deuxième chose, ça répond à un vrai besoin. Un besoin de ressources additionnelles. Alors clairement, les associations ont dit tout de suite que leur besoin fondamental, ça reste celui du financement, qui est vraiment le nerf de la guerre. Mais très vite, elles nous disent aussi que le mécénat de compétences en complémentarité leur permet de répondre à ce besoin de ressources additionnelles dont elles ont vraiment des attentes fortes, notamment pour des compétences qui peuvent manquer chez elles. Et c'est vraiment un sujet intéressant. Ces besoins, ils évoluent avec la maturité des associations. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude a permis de faire émerger 4 profils d'associations avec des besoins et des usages un peu différents du mécénat de compétences. Et ça aussi, il me semble que c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit quand vous travaillez dans cette logique et ce centrage sur les besoins des associations. Ça, c'était le premier enseignement. Deuxième enseignement, le mécénat de compétences, ça marche. Ça a vraiment des impacts pour les associations. À l'issue de notre première phase qualitative, on a identifié une vingtaine d'impacts sur les associations, en donnant la parole aux associations. Ces impacts, ils portent aussi bien sur l'appui à la mission sociale que sur l'appui à la réflexion stratégique, à la structuration au fonctionnement, à l'image et également au déploiement des projets. Et quand on les interroge sur les effets qui sont les plus importants pour elles, eh bien, ce qui ressort, c'est vraiment l'appui à la mission sociale. Le mécénat de compétences apporte aux associations la possibilité d'accéder à des ressources additionnelles pour 93% d'entre elles et de gagner du temps dans leur mission sociale pour 89% d'entre elles. Donc ça, c'est vraiment des chiffres très importants. Deuxième élément qui est aussi très important, c'est que ça contribue aussi à les épauler dans leur réflexion stratégique. Pour 89% d'entre elles, elles nous disent que le mécénat de compétences leur a permis de bénéficier d'une vision extérieure et d'un regard critique. Et ça, c'est extrêmement important dans le développement de ces associations. Et enfin, dernier effet majeur ressorti de l'étude, 86% de montée en compétence des équipes dans les associations, c'est-à-dire un vrai accompagnement à la structuration et au bon fonctionnement des associations. Donc des chiffres qui sont absolument, vraiment, qui sont assez remarquables en termes d'impact du mécénat de compétences sur les associations. Je souligne toutefois des éléments qui, bien que les effets aient été constatés, nous semblent un petit peu en deçà de ce qui pourrait être fait. Et donc, je vous le dis, pour que ce soit du grain à moudre, pour que vous puissiez réfléchir là-dessus. Il y a effectivement des effets qui existent, mais dont qu'on pourrait pousser un petit peu plus. C'est celui d'accéder à des partenariats de plus grande ampleur. Ça, c'est une vraie attente aussi des associations. Et il se passe quelque chose, mais peut-être qu'on peut aller plus loin. Également, être sensibilisé à une approche de l'impact commune et partagée.
Camille le rappelait tout à l'heure, mais c'est vraiment cet aspect de partager un même dialogue, de partager des mêmes enjeux. Et donc là, il y a quelque chose qui peut être fait aussi sur les impacts et également élargir son écosystème. Il y a quelque chose qui se passe, mais on peut aller plus loin aussi là-dessus. Troisième enseignement, le mécénat de compétences recueille un très bon taux de satisfaction auprès des associations. Et ça, c'est vraiment aussi un élément qui peut être important puisqu'il est à la fois jugé utile, voire parfois décisif dans un certain nombre de cas. Alors, la satisfaction, c'est pas de l'impact, mais c'est toujours intéressant de prendre ce recul et de regarder comment, effectivement, l'impact va pouvoir nourrir cette satisfaction. Ce qu'on voit ici, c'est que 95% des associations qui ont répondu à notre enquête se disent satisfaites de leur expérience de mécénat de compétences. Encore plus intéressant, 3 sur 4 se disent très satisfaites. Ça, c'est un élément qui montre une solidité de ce regard sur le mécénat de compétences. Et sur quoi ça repose ? Eh bien, ça repose sur le fait que 91% d'entre elles déclarent que l'expérience a vraiment répondu à leurs attentes. C'est un chiffre remarquable de voir que effectivement il y a cette adéquation entre l'usage du mécénat de compétences et les attentes. Encore plus intéressant quand on est dans une logique d'impact, c'est de savoir effectivement si ça a servi à quelque chose, est-ce que ça a été utile. Et effectivement, les 2/3 des associations nous disent que ce mécénat de compétences a été utile pour elles. 28% nous disent même que ce mécénat de compétences a été décisif pour elles. Alors on peut dire, on voudrait aller plus loin, c'est sûr, mais c'est déjà un socle très solide et ça nous paraît être des éléments sur lesquels on peut travailler là aussi. D'accord ? Et de fait, évidemment, quand on voit ces données-là, on se rend bien compte que les associations sont peut-être les premiers ambassadeurs du mécénat de compétences. Elles sont 8,9 sur 10 à pouvoir le recommander auprès de leurs pairs notamment. Donc c'est aussi une ressource pour développer le mécénat de compétences que de s'appuyer sur ce regard et ce partage d'expérience des associations. Ce que je voulais peut-être ajouter également, peut-être avant de passer à cette dernière slide, des leviers en fait qu'on a identifiés sur le mécénat de compétences. Quand on a creusé davantage pour essayer de comprendre ces chiffres qui sont très bons, qu'est-ce qui a été mis en lumière comme étant des arguments, des facteurs clés de succès pour renforcer l'impact du mécénat de compétences? Il y a 3 éléments qui sont ressortis. Le premier, c'est la qualité de la relation et la qualité de l'engagement qui peut être mis en place. Alors, on ne parle pas du niveau d'expertise, du niveau de compétence des collaborateurs qui peuvent s'engager pour les associations. Ce dont on parle là, c'est leur motivation, leur capacité d'écoute, leur capacité à s'adapter et à comprendre les enjeux de l'association. Ça, c'est identifié par les associations qu'on a interrogées comme étant un facteur clé de succès pour un mécénat de compétences qui soit vraiment décisif pour l'association. Le deuxième levier qui a été identifié, c'est le fait que le mécénat de compétences est d'autant plus décisif que les associations ont une certaine maturité. Il faut l'avoir à l'esprit parce qu'effectivement, il faut qu'elles soient capables d'identifier de quoi elles ont besoin et il faut qu'elles soient capables d'encadrer et de suivre ce mécénat de compétences. Et ça veut dire que c'est peut-être pas toutes les associations qui peuvent s'adapter ou utiliser ce mécénat de compétences. À moins que, et c'est le 3e levier, on puisse s'appuyer sur effectivement des acteurs tiers qui peuvent être Proponolab, qui peuvent être Coeo et d'autres acteurs peut-être présents dans cette salle aujourd'hui, qui sont ces facilitateurs du mécénat de compétences et qui peuvent vraiment apporter non seulement cette connaissance de part et d'autre des acteurs, mais qui peuvent aussi faciliter et mettre en place quand il y a pas la possibilité dans l'association d'avancer sur ces sujets. Je voulais ça aussi que vous l'ayez en tête parce que c'est des éléments qui me paraissent intéressants quand on veut développer l'impact de ce mécénat de compétences. Et pour terminer, je sais que le temps file, Frédéric, je me dépêche. Pour renforcer l'impact du mécénat de compétences, alors je vais aller très vite là-dessus, puisqu'effectivement, ça va être le cœur des échanges de cette table ronde. Mais quand même, l'étude a permis de faire émerger un certain nombre de recommandations sur l'impact du mécénat de compétences. Et il y en a 3 que je voulais que vous ayez en tête à nouveau. La première, cette première recommandation, c'est qu'il faut repenser le sens que vous donnez au mécénat de compétences. Pourquoi ? Et de le centrer sur l'impact. Pourquoi c'est important ? Parce que qu'on soit une association ou qu'on soit un collaborateur qui veut s'engager, on ne s'engage que pour ce à quoi on croit, ce à quoi on donne de l'importance, là où on voit des changements, là où on voit de l'utilité. Et donc, ce travail sur le sens du mécénat de compétences, ce qu'il apporte, c'est très important et c'est là-dessus qu'il faut nourrir les échanges, qu'il faut acculturer aussi bien les collaborateurs que les associations, qu'il faut travailler des communications plutôt centrées sur les impacts, plutôt que sur la réalisation, et qu'il faut aussi partager une culture commune de l'impact, savoir ce à quoi on veut, dans quelle direction on veut avancer collectivement.
Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est de se rappeler qu'on est là aussi, avec le mécénat de compétences, pour renforcer les capacités des associations. C'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, un peu le terme à la mode, mais c'est le capacity building. Apporter aux associations la possibilité de faire mieux, plus avec dans leur mission sociale. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un sujet qui est très important, une des pistes de travail, c'est le diagnostic de besoins systématisé, qui doit permettre aussi d'admettre effectivement que parfois le mécénat de compétences n'est pas la bonne réponse pour une association. Et c'est aussi de travailler sur les effets qu'il faut renforcer auprès de ces associations, notamment par rapport à leurs attentes, c'est-à-dire les aider à travailler sur leur financement, les aider à travailler sur le transfert et l'intégration des compétences qu'elles acquièrent grâce au mécénat de compétences. Ça, c'est la deuxième piste de travail. Et la troisième recommandation, c'est effectivement de pouvoir promouvoir une approche plus ambitieuse du mécénat de compétences, où on met tout le monde autour de la table, vraiment dans un esprit de collectif impact, avec une logique de mutualisation, avec une logique de partage, avec une logique qui permet d'aller plus loin au service des associations. Et il me semble que l'événement d'aujourd'hui s'en est la parfaite illustration. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Samia Cordel. Excellente présentation. Voilà, avoir une boussole, être utile aux associations, jouer collectif, voilà qui va nourrir maintenant la table ronde qu'on va pouvoir ouvrir dans quelques secondes. On va d'abord retirer le pupitre. Merci beaucoup. Je vous rappelle aussi que vous avez sur vos chaises, si vous ne vous êtes pas assise dessus, l'étude, la synthèse de l'étude, les chiffres clés, de cette étude réalisée par Kimso en collaboration avec Pro Bono Lab. Et donc vous avez l'essentiel à l'intérieur. Je vais donc maintenant inviter à me rejoindre sur scène deux membres du groupe de travail de l'Alliance qui ont évidemment travaillé plusieurs mois sur cette thématique du mécénat de compétences à impact. Adélaïde de Tourtier, elle est directrice de l'engagement sociétal et environnemental chez PwC. Et Stéphanie Osmond, directrice de l'innovation sociale et environnementale au groupe La Poste. Donc toutes les deux, vous êtes membres de ce groupe de travail. Bienvenue à vous. Installez-vous. Oui, installez-vous. Allez, toutes les deux au centre. Voilà, et puis je vais appeler deux partenaires de l'Alliance pour le mécénat de compétences, Mathilde Boulet, qui est déléguée générale de l'Ascenseur. Bonjour Mathilde, bienvenue. Et Vincent Berthoud, qui est directeur sécurité chez SNCF Voyageurs. Il est en mécénat de compétences pour une association dont il va nous parler dans quelques instants, les Entretiens de l'Excellence. Donc merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui. On va échanger sur l'effet du mécénat de compétences à impact sur les associations, l'impact sur les collaborateurs. On verra aussi tout à l'heure comment est-ce qu'on peut déployer davantage ce mécénat de compétences à impact. Et je vais commencer avec vous, Adélaïde de Tourtier. Oui. Dites-nous avec quelles associations travaille l'Alliance pour le mécénat de compétences et sur quel type de mission de mécénat ? Alors, on a combien de temps ? 2 minutes. Bon, donc je vais résumer. Bonjour à tous. Ce qui est intéressant dans l'Alliance et Pascal nous l'a dit en introduction, c'est le partage qu'on a entre entreprises. Et donc, on travaille vraiment avec tout type d'associations et elles ont été finalement qualifiées par Samia dans la présentation de l'étude. On a quand même une convergence sur une thématique de l'emploi et l'insertion professionnelle. Je crois que c'est un peu le sujet qu'on a tous en commun, qui nous réunit. Et puis, vous l'avez vu, il y a tous les types de formats, de nature de mécénat de compétences, de durée, qui sont représentés au sein de l'Alliance. Donc, c'est ce qui fait la richesse. Et finalement, on apporte chacun, finalement, notre organisation du mécénat. Voilà. Merci Adélaïde. Mathilde Boulet, pour l'Ascenseur, donc je disais vous êtes déléguée générale de l'Ascenseur, vous allez nous dire, bon alors l'Ascenseur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une communauté d'une vingtaine d'associations qui sont regroupées dans le même bâtiment à côté de la Bastille, c'est même une coalition de 30 associations en réalité, qui sont engagées toutes sur le même objet, l'égalité des chances, c'est pour ça que ça s'appelle l'Ascenseur social, vous aurez compris. Dites-nous depuis quand vous recourez au mécénat de compétences et pourquoi vous le faites ?
Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, peut-être juste pour dire un petit mot sur l'ascenseur, nous on est donc un collectif associatif qui a décidé de se réunir à la fois dans ce même lieu situé à Bastille autour de cette même cause qui est la lutte contre les inégalités. Aujourd'hui, c'est 20 associations résidentes plus 30 associations au sein de la coalition. Et l'idée de se réunir, c'était pour avoir un impact plus important sur nos bénéficiaires. Et comment ça passait par renforcer le plaidoyer en faveur de l'égalité des chances. Donc on s'est dit qu'en étant ensemble, on aurait plus de poids sur les politiques publiques et qu'on pourrait mettre l'égalité des chances au cœur du débat public et politique. Et ça marche ? Et ça marche, et ça fonctionne, et notamment grâce à l'accompagnement qu'on a en mécénat de compétences de PwC, et puis aussi créer des projets communs. Alors, pourquoi on a eu recours au mécénat de compétences? En fait, quand l'ascenseur s'est créé en 2019, donc il y a bientôt 4 ans maintenant, on était assez sûr de la vision qu'on avait du projet, mais c'était un projet inédit. C'était quelque chose de nouveau que d'être dans un même lieu autour d'une même cause, tous ensemble, et de faire ces liens entre le public, le privé et l'associatif. Et donc, très vite, PwC a rejoint cette aventure, persuadés que voilà, c'était quelque chose qui était nécessaire et qui allait fonctionner, mais ils ont aussi vite compris que au-delà du mécénat financier, ce qui est encore mieux, c'est d'avoir aussi du mécénat de compétences, surtout dans un projet qui nécessite d'être structuré parce que il était vraiment à ses prémices. Donc très concrètement, nous, on a pu être accompagnés dès le départ sur des sujets, par exemple, de gouvernance. Alors quand on est un collectif, quand on est une tête de réseau, c'est un vrai sujet parce que est-ce qu'on intègre les 20 associations dans la gouvernance? Comment on fait dans ces cas-là pour être efficace? Comment est-ce qu'on a une gouvernance qui est participative, mais en même temps qui avance? Et donc, on a pris des décisions d'avoir une gouvernance plutôt resserrée, mais avec différentes instances pour que tout le monde puisse aussi s'exprimer. Il y avait aussi un sujet de modèle économique. Quand on est un tiers-lieu, quand on est un collectif, comment est-ce qu'on fait cotiser nos associations résidentes? Est-ce qu'on va plutôt chercher des financements privés, des financements publics? Comment on se projette à court, moyen et long terme? Donc nous, on a fait le choix d'aller chercher des financements, de pas faire cotiser les assos, mais de nous appuyer sur le réseau des associations. Et puis cette question de créer des projets communs. Est-ce qu'on crée vraiment des projets avec 20 assos? Est-ce que c'est pas trop ambitieux au départ? Est-ce qu'on se repose pas plutôt sur des thématiques spécifiques qui réunissent des associations? Voilà, en tout cas, des sujets qui sont vraiment très concret. Et en fait, ce que je peux dire, c'est que ce soit au début, quand on s'est structuré sur ces sujets de gouvernance, de modèle économique, de construction de projet, ou que ce soit encore aujourd'hui, parce qu'un projet, ça évolue, on expérimente, on teste, on innove. Et en tout cas, cet accompagnement en mécénat de compétences, hier comme aujourd'hui, pour l'ascenseur, il est essentiel. Alors, la question que je me pose, c'est que au sein de l'ascenseur, il y a des très grosses associations. Oui. Il y a Article 1, il y a Mosaïque RH, des associations qui sont déjà très bien structurées depuis longtemps. Donc, j'ai une double question. Le mécénat de compétences, est-ce qu'il est venu soutenir le projet collectif de l'ascenseur, ou bien est-ce qu'il soutient aussi chaque association individuellement, les grosses dont j'ai parlé, mais aussi les plus petites? Et puis, quels sont les apports les plus précieux que vous en retirez au bout du compte, après quelques années d'accompagnement? Alors sur la première question, effectivement, vous faites bien de souligner le fait qu'à l'ascenseur, on a aussi bien des très grosses associations où il y a 200 collaborateurs et des associations où il y a 2 collaborateurs. Mais c'est ce qui fait aussi toute la richesse du projet, parce que ça nous permet aussi de nous accompagner sur des sujets de changement d'échelle et de montée en compétences. Alors le mécénat de compétences, nous, à l'échelle du collectif, il touche toutes les associations parce qu'en fait, il va nous aider déjà à structurer le collectif, mais aussi quand on va créer des projets communs, le mécénat de compétences va venir accompagner les structures qui sont impliquées dans ces projets communs. Je vais prendre un exemple plus concret. On a ce projet qui est le projet Sens, qui a pour objectif d'accompagner les jeunes entrepreneurs des quartiers pour avoir un premier financement, un financement d'amorçage dans leur projet, parce que ce sont des jeunes qui, pour différentes raisons, n'arrivent pas à accéder à des financements, soit ils connaissent pas bien les mécanismes, soit ils sont pas encore éligibles. Et donc nous, on a 2 associations, donc Mosaïque RH qui est une grosse asso et Time to Start qui est une toute petite asso, qui ont monté ce projet communément.
Et donc là, PwC nous a accompagnés et a accompagné les collaborateurs de ces associations pour la structuration de ce projet, la structuration de choses très concrètes comme le jury, la levée de fonds, sur le long terme aussi, comment est-ce qu'on organise les différentes promos, comment est-ce qu'on continue à accompagner les entrepreneurs. Et donc, chaque association, petite ou grande, ont pu bénéficier de cet accompagnement. Il y a un vrai sujet derrière de monter en compétence aussi des équipes, quelle que soit la taille de l'association. Et sur la seconde question, sur les apports principaux, je vais essayer de pas être trop longue, j'en citerai 3. Je dirais le fait que ça nous permet, nous, d'avoir de la hauteur de vue. Souvent, les consultants, ils ont vraiment une vision un peu, je dirais 360 des enjeux. Nous, on peut avoir ce qu'on appelle un peu la tête dans le guidon parfois. Et donc, on n'a pas toujours cette hauteur de vue, et en plus ils sont confrontés à de nombreuses problématiques, de nombreux enjeux. Ils voient beaucoup de structures, ils peuvent nous conseiller très concrètement sur ce qui pourrait correspondre à notre structuration. Le deuxième apport, je dirais, c'est bien sûr d'avoir accès à des expertises qu'on n'a pas en interne. Ça, c'est essentiel et ça ressort aussi dans l'étude. Et puis le dernier apport, c'est, je dirais, un peu le win-win. Nous, à l'ascenseur, on crée des passerelles entre le secteur public, privé et associatif. Et en fait, avoir dans nos équipes des collaborateurs d'entreprises privées, on s'apporte mutuellement, on leur fait découvrir le monde associatif. Ça crée des vocations, ça engage aussi peut-être à s'inscrire dans du bénévolat. Nous, ça nous fait monter en compétences. Donc je pense que vraiment tout le monde y gagne, et ça nous permet à la fois d'avoir plus d'impact, mais aussi d'avoir un meilleur impact sur nos bénéficiaires. Et Samuel disait, l'impact, c'est quand même ce qui est d'essentiel à la fois pour les associations et pour les entreprises, d'avoir de l'impact sur les bénéficiaires. Voilà, vous avez le retour du terrain de ce qui se dit également dans l'étude, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Adélaïde, quels enseignements de l'étude semblent les plus pertinents ? Alors, déjà, parce qu'il y en a beaucoup, dans cette étude, il y a beaucoup de choses. Puis ça fait un moment qu'on travaille sur l'étude, donc on est moins surpris. Mais je crois qu'à réentendre la présentation de Samia, c'est vraiment ce sens qu'il faut remettre au milieu, et que chacun le retrouve, que ce soit le collaborateur qui est en mécénat, l'entreprise qui apporte ce mécénat, et évidemment l'association qui en bénéficie. Et je crois que l'engagement de Mathilde montre que elle trouve aussi du sens. Mais moi, j'ai pas été tellement surprise par les résultats. Enfin, on est assez aguerris sur les pratiques, mais ce qui est intéressant, c'est de les qualifier. Et surtout, moi, celui que je retiens, c'est la montée en compétences. Les 86% d'associations qui apprécient cet impact de montée en compétences, parce que c'est vraiment ça. Et Mathilde l'a bien illustré dans le mécénat ascenseur. Alors, je précise que PwC n'est pas le seul mécène de l'ascenseur. Il y a d'autres grands partenaires, dont BNP Paribas, qui sont très actifs. Mais voilà, c'est vraiment la montée en compétences qui se fait par ce partage de la compétence. Et donc, chez PwC, on a beaucoup de chance parce qu'on a une intelligence collective qui est extrêmement riche et qu'on met justement à disposition, qu'on partage. Et donc, c'est ça pour moi l'essence du mécénat. C'est, vous savez, l'économie de la connaissance. Si je te partage ma connaissance, je deviens pas moins sachante qu'avant. Donc c'est si on associe nos connaissances, on a plus de connaissances, c'est le 1 + 1 = 3, et pour moi la compétence c'est exactement pareil. Donc c'est vraiment l'enseignement que je retiens. Mathilde, pour finir, est-ce qu'il faut avoir atteint un certain niveau de maturité pour recourir au mécénat de compétences? Et là où vous en êtes maintenant au projet de l'ascenseur, est-ce que ça déclenche des choses en particulier chez vous? Alors pour le niveau de maturité, je dirais que oui, mais en fait on n'a pas forcément besoin d'avoir une maturité structurelle. Je le disais, l'ascenseur, quand on est né, on n'était pas forcément structuré, mais on avait en tout cas une maturité en termes de vision stratégique. Et ça c'est essentiel parce que ça permet derrière de bien calibrer l'accompagnement du mécénat de compétences. Donc nous on savait très bien ce qu'on voulait faire, on savait qu'on voulait faire collectif, qu'on voulait porter ce plaidoyer autour de l'égalité des chances, qu'on voulait construire des projets communs et qu'on voulait avoir à terme plus d'impact sur les bénéficiaires de toutes les associations. Donc je pense que c'est essentiel d'avoir une bonne vision stratégique. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi bien anticiper les besoins.
Et pour ça, enfin nous, en tout cas, on le fait chaque année. On essaye vraiment de se dire en amont de quoi on va avoir besoin, sur quel sujet. Là, par exemple, on est en train de refondre la gouvernance parce que 4 ans après, on arrive à la fin des mandats. Et donc, c'est aussi l'occasion de réfléchir et d'anticiper, de se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'on gouverne encore de la même façon avec les différentes évolutions qu'il y a pu y avoir. Et donc, ça nous permet aussi de repenser le modèle, de continuer à être accompagné. Mais pour ça, il faut bien anticiper. Et nous, on s'est dit bien en amont, cette année, je renouvelle ma gouvernance, je veux changer des choses. Est-ce que je pourrais avoir tel consultant qui pourrait être disponible sur ces sujets-là avec telle expertise? Et un autre point pour moi qui est essentiel, c'est d'avoir un partenariat de longue durée. Ça est ressorti aussi dans l'étude et ça, c'est très important pour nous parce que je parlais de vision stratégique. Une vision stratégique, c'est sur plusieurs années. Et donc, si on veut réussir aussi à se projeter, il faut qu'on puisse se projeter avec notre partenaire qui nous accompagne sur un temps qui est moyen ou long. Et donc en fait, quand on réunit tous ces éléments, ça permet aux associations et aux entreprises de mieux toucher les bénéficiaires. Donc c'est des bénéfices pour tout le monde. Merci Mathilde Boulet. Adélaïde de Tourtier, est-ce qu'il y a un axe de travail que cette étude recommande en particulier à l'Alliance pour le mécénat de compétences? Alors, il y en a plein et notre présidente Corinne en dira certainement un mot. Dans ce que ça nous met un petit peu la pression parce que Samia l'a dit, c'est de dire ça doit déclencher plus d'ambition pour l'Alliance. Donc, on va devoir encore travailler tous ensemble et ça tombe bien parce qu'on est un bon groupe. Mais au-delà de ça, je pense que dans les recommandations et le petit bouquin que vous avez sur vos chaises résume pas mal, mais dans les recommandations, finalement, tout ce qui est le diagnostic, la disponibilité, etc. Enfin, tout ça, je pense que tous les membres de l'Alliance, on a un bout de la boîte à outils. On a fait beaucoup déjà de partage. Maintenant, il faut vraiment qu'on fusionne tous ces éléments pour justement arriver à mettre le sens au centre, avoir l'impact comme boussole. Donc voilà, je pense qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui, mais on a un peu de travail pour organiser tout ça et le mettre au service de cette mesure d'impact. Alors merci pour ce que vous avez dit sur l'impact sur les associations, l'effet du mécénat de compétences sur les associations. Maintenant, on va se tourner vers Stéphanie Haussemont et Vincent Berthoud parce qu'on va parler de l'impact du mécénat de compétences sur les collaborateurs. Donc on change d'axe de réflexion. Et Stéphanie Haussemont, je commence avec vous. En tant que membre de l'Alliance pour le mécénat de compétences, comment est-ce que d'abord de façon très générale, vous avez réagi aux résultats de cette étude en ce qui concerne l'impact sur les collaborateurs? Bonjour tout le monde. Alors effectivement, cette étude, un peu ce que disaient Samia et Adélaïde, c'est que on travaille tous sur ce domaine depuis pas mal d'années. Donc ce qu'on a découvert sur l'effet sur les collaborateurs, c'est pas quelque chose de nouveau. On se rend bien compte, nous, quand on travaille en entreprise pour mobiliser nos collaborateurs, qu'on permet effectivement à eux de se rendre utiles, de trouver du sens dans leur travail, de pouvoir prendre un temps de respiration aussi, d'aller découvrir d'autres réalités dans le monde associatif, de se rendre compte de ce que c'est que la réalité du monde associatif, parce qu'il y a souvent des idées reçues de se dire, moi je dis souvent c'est un peu le monde des bisounours, et en fait non, quand ils vont faire du mécénat de compétences dans les associations, ils se rendent compte que c'est des vraies réalités, qu'il y a des vrais impacts sociaux, des bénéficiaires avec des vraies problématiques, que c'est une autre organisation, et donc tout ça, ça permet effectivement de se rendre compte d'une autre réalité, de casser un peu des a priori, soit sur des enjeux sociétaux auxquels ils ne pensaient pas qu'il y avait tous ces impacts, et de prendre conscience un peu effectivement de cette société-là, et également aussi de voir comment est-ce qu'une association fonctionne de l'intérieur. Et ça, souvent, il y a plein d'idées reçues, surtout quand on travaille dans une grande entreprise, que derrière, c'est pas aussi simple, qu'il faut aller chercher du budget et qu'on peut rien faire sans budget. Donc ça permet effectivement de montrer effectivement et de voir tous ces effets sur les collaborateurs. Donc l'avantage de cette étude, c'est que ça nous a permis de quantifier et de qualifier en fait toutes ces intuitions qui s'avèrent justes, donc ça c'est top, mais ça permet vraiment de poser effectivement des mots de façon beaucoup plus carrée, et de pouvoir s'appuyer sur ce socle-là pour pouvoir après bâtir des plans d'action, pour pouvoir avancer sur le sujet, pour accompagner encore plus nos collaborateurs, pour qu'ils puissent s'engager davantage, qu'eux aussi puissent mûrir sur ces sujets de mécénat de compétences. Il y en a certains, un peu comme les associations, qui sont déjà très matures parce qu'ils pouvaient s'engager à titre bénévole, parce qu'ils s'engagent en mécénat de compétences depuis quelques années pour les entreprises
entreprises qui le proposent depuis quelques temps. Et pour d'autres, ils connaissent absolument pas. Et donc, du coup, c'est l'occasion de mettre le pied à l'étrier. Donc, comme les associations, on va avoir des collaborateurs qui vont être plus ou moins matures pour s'engager en mécénat de compétences. Et c'est un peu tout le rôle, justement, avec cette étude, d'avoir des billes, en fait, pour qualifier et mieux accompagner en fonction des profils, ceux qui sont très matures et ceux qui le sont moins, pour les aider à franchir le pas. Parce qu'une fois, on se rend compte qu'une fois que le premier pas est franchi, et 40% des collaborateurs le franchissent parce que c'est dans le cadre de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un point très fort. Ça leur permet après derrière de continuer un engagement, qu'il soit bénévole ou en mécénat de compétences, de façon beaucoup plus naturelle. Et donc du coup, d'avoir beaucoup plus d'impact auprès des bénéficiaires in fine, puisque c'est à ça que ça sert. Donc c'est une étude que vous, dans le groupe de travail, vous avez envie de déployer très largement dans le monde de l'entreprise. Largement. On est 27 aujourd'hui dans l'Alliance, mais j'espère qu'on sera beaucoup plus et que même si c'est des entreprises qui sont pas dans l'Alliance, qu'elles s'en inspirent également. Enfin, c'est vraiment une étude qui est très large et qui permet justement d'avoir énormément d'enseignements pour tout le monde. Merci à vous. Vincent Berthoud, vous êtes dans le groupe SNCF depuis 30 ans. Vous êtes directeur sécurité chez SNCF Voyageurs. Vous venez de la région Lorraine et vous êtes venu exprès ce matin. Merci. Il marche pas. Alors, micro sans fil. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous. Et vous êtes aussi, vous me l'aviez dit, vous êtes bénévole depuis toujours ou presque, dans plusieurs associations. Dites-nous aujourd'hui, au titre du mécénat de compétences, dans quelle association vous intervenez et depuis quand ? Alors, je suis rentré depuis le 1er janvier 2023 dans l'association Les Entretiens de l'Excellence. C'est une association qui a été créée en 2006 à Paris et qui a essaimé depuis sur 40 villes en France. C'est une association qui est d'intérêt général et qui est partenaire de l'éducation nationale. Et notre objectif principal, c'est la lutte contre les inégalités scolaires en matière d'orientation post-bac. Donc là, on retrouve aussi des problématiques d'égalité des chances. C'est ça, il y a Mathilde Boulet qui prend des notes là. Hein. Oui. Je vois ça. Donc, pour les jeunes, en fait, on veut faire deux choses. On veut susciter des ambitions auprès des jeunes, en particulier sur des jeunes de milieux défavorisés ou ruraux. Et puis, on veut aussi les inspirer à travers des témoins qu'ils vont rencontrer au cours des événements que l'on organise. Voilà, donc... Alors, vous faites quoi précisément, vous ? Alors, je finis très rapidement sur l'association. Nous sommes 200 bénévoles. On a une dizaine de mécénats de compétences longue durée, notamment de personnes de la Poste qui sont avec nous. Et on touche à peu près 15 000 élèves par an. Voilà. Que ça soit en France ou au niveau de l'Afrique francophone. Alors, moi-même, vous me disiez... Oui, non, vous-même, effectivement. Vous faites quoi aux entretiens de l'excellence ? Comment est-ce que vous utilisez vos compétences de collaborateurs SNCF et comment vous apportez cette compétence ou ces compétences pour les entretiens de l'excellence ? Alors, je vous dirais tout de suite que, en tant que directeur de sécurité, je ne fais pas de la sécurité ferroviaire à l'association. C'était mon cœur de métier, mais bon. Et encore que ça pourrait être utile, on ne sait jamais. Mais en fait, depuis le 1er janvier, j'étais chargé de deux choses. La première chose, c'était d'organiser un événement qui regroupait sur Metz ou Nancy, donc ça a été sur Nancy, qui regroupait des élèves et des professionnels bénévoles pour une rencontre lors d'ateliers, de 2 ateliers de 1 heure. Et donc ça s'appelle notre produit s'appelle la tournée de l'excellence. Donc c'est un samedi après-midi sur une grande ville en France et une rencontre de jeunes avec des professionnels bénévoles qui sont inspirants. Donc moi j'étais chargé d'organiser toute cette manifestation à partir de quasiment rien, puisque le Covid avait malheureusement éteint toutes les disponibilités, toutes les bénévoles qui étaient présents sur Nancy et sur Metz, et donc j'ai dû relancer toute la machine sur la région Lorraine. Et dans ce cadre-là, ce que vous apportez, vous, c'est votre connaissance du territoire, c'est votre réseau, c'est vos relations ? Alors, connaissance du territoire, relations, des qualités d'organisation aussi que j'ai, et de structure, en fait, au niveau de la sécurité, il faut qu'on soit très, très carré, très structuré, donc ça, c'est très important sur une organisation d'événements. Et moi, ce qui m'a apporté beaucoup de choses, c'est effectivement de rencontrer des jeunes, de rencontrer des intervenants sur cet événement du 1er avril. Donc, c'était pas un poisson, mais c'était un événement très important sur Nancy.
Et vous m'avez pas dit que vous étiez responsable du mécénat, du recrutement, du mécénat de compétences aux entretiens de l'excellence? Oui, alors justement, je reprends ma deuxième casquette parce que malheureusement, la première partie de ma présence à l'association ne m'a pas permis de développer cette partie-là parce que j'étais vraiment focalisé sur mon événement du 1er avril. Mais ma deuxième casquette au sein de l'association, c'est le recrutement et l'animation des salariés qui sont en mécénat de compétences au sein de l'association. Voilà, donc je dirais que je débute un peu cette animation. Je vais rencontrer chaque salarié. Je vais organiser des petits événements de rencontres entre les uns et les autres, résoudre probablement quelques problèmes de techniques, administratifs, etc. Et puis surtout aller chercher d'autres personnes. On a parlé de continuité dans l'engagement. Donc la SNCF, on en parlera tout à l'heure, est partenaire depuis un certain temps au niveau des associations et notamment vis-à-vis de sa fondation SNCF. Mais nous aimerions effectivement de prolonger le partenariat avec la Poste, mais c'est déjà le cas, la Société Générale, BNP Paribas, Talent, enfin pour ne pas les citer. Merci Vincent Berthoud. Stéphanie Osmond, si on revient justement sur le groupe La Poste, là, pour qu'on ait une idée très pratico-pratique du type de mécénat de compétences qu'on peut exercer en tant que collaborateur dans une entreprise, qu'est-ce que vous proposez chez vous? Alors chez nous, on propose 2 types de mécénat de compétences. On va avoir le fin de carrière, qui est le mécénat de compétences historique depuis 2015. Donc là, c'est 2 ans avant le départ à la retraite. Les collaborateurs peuvent s'engager à mi-temps dans une association. Et ça permet effectivement d'accompagner sur un temps long. On voit bien qu'il y a des besoins sur ce sujet-là. Et puis ça permet pour les collaborateurs d'avoir une préparation pour une retraite active et engagée. Parce que derrière, ça, une fois qu'ils ont mis le pied à l'étrier, souvent ils restent bénévoles après dans ce tissu associatif, pardon. Et ça a énormément de bénéfices pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, on a développé ça plus récemment en 2019. C'est des formats beaucoup plus courts d'engagement, de quelques heures à quelques jours par an, qui permettent là, pour le coup, à tous les collaborateurs. Donc officiellement 240 000. Après, on a beaucoup d'opérationnels, donc c'est plus compliqué de les engager. Mais en tout cas, proposer à tous nos collaborateurs de pouvoir s'engager quelques heures et quelques jours auprès d'associations. Donc c'est sur des missions beaucoup plus courtes. Donc ça, c'est un dispositif qui est plus récent. L'année dernière, on a engagé à peu près 700 collaborateurs et 3600 heures. Donc c'est quelque chose qui est petit à petit qui augmente chaque année. Donc on travaille aussi beaucoup. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je trouve aussi très important le fait est que tu sois là pour animer les mécénats de compétences dans les associations. C'est très important en fait pour une association déjà d'anticiper effectivement non seulement de bien qualifier la mission, mais d'anticiper l'arrivée et l'accueil des collaborateurs, que ce soit sur une fin de carrière ou sur des formats courts, parce que l'expérience collaborateur va être indispensable en fait pour que derrière déjà ils reviennent. Donc du coup derrière ça permet effectivement de créer des partenariats sur de long terme parce qu'un collaborateur peut revenir régulièrement auprès d'une même mission, d'une même association et surtout qu'il en parle à ses collègues pour derrière embarquer plus largement. Donc un collaborateur qui vit une belle expérience parce qu'il est bien accueilli, parce que ça se passe bien, etc. Derrière, c'est autant de collaborateurs derrière qui peuvent revenir et qui vont se mobiliser pour revenir sur d'autres missions. Donc ça, c'est très important et on sait que ça prend du temps pour les associations, mais c'est un temps effectivement pour moi qui est indispensable en termes d'investissement pour que derrière, effectivement, on puisse développer des choses sur la durée tous ensemble. Vincent Berthoud, vous faites une différence entre mécénat courte et longue durée? Alors, au sein de SNCF et notamment au niveau de la fondation SNCF, le mécénat de courte durée qui va de 1 à 10 jours par an par salarié, c'est une première forme d'engagement. Donc, c'est un engagement qui, moi-même, je l'ai testé lors de séminaires d'équipe solidaire, par exemple, sur une journée. Je l'ai testé aussi sur des jurys, sur l'association Enactus lycéen. Et j'ai commencé du mentorat au niveau grâce à la fondation SNCF. Voilà, donc parmi mes engagements. Donc ça, on est sur du court durée, de 1 à 10 jours par an. Et puis, il y a possibilité aussi depuis à peu près 2021 au niveau de la fondation SNCF d'être en mécénat de compétences de longue durée, quel que soit l'endroit dans lequel on est dans notre carrière, autrefois réservé aux agents en fin de carrière ou en transition professionnelle. Maintenant, c'est ouvert à tout salarié de la SNCF pour faire du mécénat qui va de 6 mois jusqu'à 2 ans, à temps plein. Et dites-nous ce que ça vous apporte à vous de faire du mécénat de compétences. Alors, moi, j'ai découvert un monde forcément moins structuré que la SNCF, parce que on est notamment au niveau de la sécurité, parce qu'on a beaucoup de textes qui régissent
le système ferroviaire est tant mieux d'ailleurs, pour la sécurité de tous. Moi, j'ai vu des intervenants passionnés, des jeunes qui ressortaient avec la lumière dans les yeux. Donc ça, c'est super à vivre. J'ai vu d'autres personnes en mécénat de compétences longue durée, donc de la Poste, Société Générale, donc d'autres cultures. Effectivement, pour moi, ça me donne un sentiment d'utilité, forcément, hein, un sentiment d'utilité directe de ma fonction, une ouverture d'esprit, parce que, bon, je veux dire, 30 ans dans la SNCF, c'est, bon, on connaît une entreprise, mais on connaît pas tout. Et puis, des expériences nouvelles, hein, donc, j'ai démarché des sponsors, je me suis amélioré sur LinkedIn, parce que, vu mon âge, c'est pas... J'ai heureusement mon fils qui me pousse un peu et qui m'aide pour m'érayer là-dessus. Et puis je vois qu'il y a du management non hiérarchique qui est mis en place, hein, dans cette association. Enfin, on doit le mettre en place, hein. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de management transverse, direct et transverse, mais là, dans une association, on n'est plus du tout dans le même type de relation, soit avec des bénévoles, même avec des mécénats de compétences. Et puis voilà, donc un grand sentiment d'utilité. Et puis je suis très heureux d'avoir passé le pas du mécénat de compétences depuis le 1er janvier. Merci à vous, Stéphanie Osmond. Pour terminer, dites-nous, à votre avis, quelle bonne pratique cette étude peut inspirer aux membres de l'Alliance pour le mécénat de compétences? Alors, je dirais qu'il y en a deux principales. On l'a déjà dit, mais beaucoup d'écoute. D'écoute des besoins des associations, parce que si on fait du mécénat de compétences, c'est pour répondre à vos besoins, pour vous accompagner. Donc ça demande effectivement beaucoup d'écoute pour bien qualifier ou vous aider à qualifier le besoin quand parfois il y a besoin de clarification, de prise de hauteur par rapport à ça. Mais aussi écouter les collaborateurs, parce que c'est eux aussi qui vont s'engager sous forme de volontariat. On peut pas les forcer, hein, bien sûr. Et donc du coup, il faut aussi écouter un peu leurs besoins, leurs contraintes. On sait que c'est pas toujours évident d'avoir des contraintes de temps, des contraintes de compétences aussi, des managers à convaincre. Parce qu'il y a aussi ce volet-là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais à un moment donné, on est dans le monde de l'entreprise sur du temps de travail, donc il faut convaincre le manager de libérer du temps de travail de ses collaborateurs. Donc c'est vraiment une alchimie qui permet effectivement au final d'avoir une situation, moi je dis gagnant-gagnant, gagnant-gagnant, moi je le dis 4 fois, mais parce qu'effectivement on est plusieurs dans la boucle, mais c'est la beauté de la chose. Et dernier enseignement qui est peut-être en tout cas pour nous un petit défi, c'est effectivement de plus parler effectivement de KPI, de nombre d'heures, et c'est ce que j'ai fait parce qu'aujourd'hui on communique comme ça, nombre d'heures, nombre de collaborateurs, etc. Et ça permet, c'est facile, ça permet de quantifier et de donner à voir, mais c'est surtout d'arriver à démontrer en fait l'effet du mécénat de compétences auprès des associations et de leurs bénéficiaires, parce que c'est ça qui donne du sens aux collaborateurs. Quand on s'engage pour la collecte des Restos du Cœur, certes, on va communiquer sur le nombre de collaborateurs, le nombre de tonnes, de kilos, etc. qui ont été faits, et c'est juste un effet waouh, et c'est génial, mais c'est encore plus waouh si on arrive à communiquer sur à qui ça sert, comment ça sert, et qu'est-ce que ça fait pour améliorer en fait ces enjeux sociétaux qui sont vitaux. Et pour ça, il faut écouter la parole des associations. On y revient. Merci beaucoup à tous les 4. Vous pouvez les applaudir. Je vous invite à regagner la salle. Et je vais appeler, pour parler maintenant du déploiement du mécénat de compétences à impact, je vais appeler Patricia Benchena, qui est directrice corporate philanthropie chez Schneider Electric et membre du groupe de travail également de l'Alliance, et Camille Bachelard, qu'on a vu tout à l'heure, donc directrice générale adjointe de Pro Bono Lab. Merci à vous deux de venir ou de revenir. Camille Bachelard, je vais commencer avec vous. Ce mécénat de compétences, tout d'abord, est-ce qu'il est accessible à toutes les associations ? Alors la réponse selon Pro Bono Lab est oui. Toute association, à partir du moment où une association a le caractère d'intérêt général, peut bénéficier du mécénat de compétences. Peu importe son nombre d'années d'existence, le nombre de personnes dans son équipe, etc. En revanche, ça a déjà été dit et on l'a vu également dans les résultats de l'étude, le mécénat de compétences va fonctionner pour des associations qui ont quand même atteint une certaine maturité, qui sont au clair sur leur vision stratégique et qui ont une équipe qui est structurée, puisque c'est l'équipe qui mettra en œuvre en interne le mécénat de compétences. À titre d'exemple, chez Pro Bono Lab, on a pris le parti d'accompagner en priorité, et j'insiste bien sur le priorité, les associations qu'on appelle les petites et moyennes associations, donc qui ont minimum 3 années d'existence et qui ont un nombre de collaborateurs qui se situe entre 3 et 50 collaborateurs.
Pourquoi ? Parce qu'avec nos 10 années de recul sur la pratique du mécénat de compétences, on a constaté que c'était à destination de ce type d'association que le mécénat de compétences avait le plus d'impact. Ça ne veut pas dire qu'une grande association ne peut pas bénéficier de mécénat de compétences, et on le fait. On a déjà accompagné, par exemple, Action contre la faim. En revanche, on voit bien que ce type de structures ont quand même des ressources financières et des ressources humaines qui leur permettent d'adresser leurs enjeux. Donc, on préfère orienter la pratique à destination des petites et moyennes associations. Mais ce sont donc forcément des associations employeurs et de au moins 3 salariés, ce qui en exclut aussi beaucoup. Oui, c'est ça. Enfin, idéalement, après, il n'y a pas de. Enfin, c'est nous, Pro Bono Lab, qui portons cette vision. Il n'y a pas de règles sur le marché, mais il est préférable quand même d'avoir, bien évidemment, des collaborateurs et quand même d'être clair un minimum sur sa stratégie, sa vision et son modèle économique. Patricia Benchena, quelles sont les conditions de réussite, selon vous, d'un mécénat de compétences à impact ? Alors, on en a déjà beaucoup parlé avec mes collègues. Moi, je pense que c'est le dialogue qui est vraiment important et le sens la façon dont on organise le mécénat de compétences depuis le démarrage. Le fait de passer du temps à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on attend d'une personne en mécénat de compétences, quelles compétences il va apporter et aussi quel changement est attendu de sa contribution dans l'organisation me paraît l'essentiel en fait pour recruter la bonne personne, le bon candidat. Et nous, au sein de la Fondation et plus globalement chez Schneider Electric, c'est toujours l'association qui recrute. Donc on peut proposer souvent plusieurs profils. Et au bout du bout, c'est l'association qui décide quel candidat elle retient ou non. Et ça, je pense que c'est aussi important parce qu'il ne s'agit pas juste de matcher avec le profil, mais c'est aussi un environnement à appréhender, des valeurs à appréhender, et c'est comme dans une entreprise, hein, on se retrouve plus ou moins dans les valeurs d'une association ou d'une entreprise. Et pour nous, c'est vraiment clé. D'autre part, en tant qu'entreprise, nous, on ne positionne pas les personnes dans une structure adaptée pour les personnes en mécénat de compétences, mais on choisit volontairement, et c'est aussi un engagement qui doit se gagner auprès des managers, que la personne qui soit détachée reste membre de l'équipe d'origine, parce que elle est appelée à revenir dans l'entreprise. Elle doit, comme n'importe quel collaborateur, faire l'objet du côté de l'association et du côté de l'entreprise d'une évaluation de sa contribution dans l'association. Donc côté entreprise, c'est ce qui me paraît important. Et quand je parlais d'équilibre de la relation, c'est aussi on positionne pas les personnes, on est dans une démarche collective et toujours en dialogue avec les structures pour lesquelles on va positionner des personnes en mécénat de compétences. Après, tout à l'heure, j'ai juste une remarque par rapport, justement, on en parlait tout à l'heure avec Camille, et je l'aborderai dans la dernière partie de mon intervention. C'est sur la valorisation du mécénat de compétences. On perçoit ça souvent comme quelque chose en plus. C'est vrai que l'aspect financier est le nerf de la guerre pour les structures associatives, et ça, on le perçoit vraiment. Mais le mécénat de compétences, c'est aussi une valeur. Ça coûte et c'est rarement valorisé dans les comptes des structures associatives. Et moi, je trouve que on devrait arriver à ce que ce soit une contribution à la même hauteur qu'une contribution financière. Alors que c'est valorisé dans les comptes de l'entreprise. Complètement. Absolument. Merci à vous. Gardez le micro parce que je voudrais vous demander quelle méthode on pourrait imaginer pour le développer, ce mécénat de compétences à impact. Là, vous êtes dans ce groupe de travail de l'Alliance, vous travaillez toute l'année dessus. Et comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin à partir de cette étude, à partir de vos réflexions, à partir des travaux que vous menez en permanence? Est-ce qu'il y a déjà des pistes qui se dessinent que vous auriez envie de creuser? Alors, pour l'Alliance, pour moi, ce serait de se conduire comme une alliance. On le fait déjà, hein, puisqu'il y a cette étude qui est un premier pas, mais c'est de continuer à mesurer son impact en alliance avec les associations, et pourquoi pas de créer aussi en commun une mesure d'impact dont n'importe quelle entreprise ou association pourrait la prendre en compte. Voilà, ça me paraît
serait un premier pas. Et en tant qu'alliance d'entreprise aussi, c'est de partager les compétences disponibles, parce qu'on a tous des partenaires, ils ont besoin de certaines compétences. Peut-être que moi, en tant que partenaire, je ne les trouve pas au sein de mes collaborateurs, mais peut-être que à la SNCF, chez KPMG, il y aurait une personne disponible. Donc il faudrait mutualiser vos compétences, mutualiser les compétences en interne à l'Alliance, d'accord. Et puis, vous avez parlé de valoriser ce mécénat de compétences dans les comptes. Ça veut dire qu'en fait, on parle de mesure d'impact. Voilà, je ne sais pas, est-ce que la mesure d'impact vous paraît suffisamment pertinente aujourd'hui? Est-ce qu'il faut qu'on progresse là-dessus? Je pense qu'il faut la systématiser. On apprend toujours, on doit déjà voir ce qu'on peut améliorer. C'est ça aussi la vertu de la mesure d'impact, hein, mais c'est un exercice qui ne s'arrête jamais en fait. Et je pense que c'est la systématisation régulière, mais surtout le partage en commun de méthodologie avec les parties prenantes, dont les associations, qui pourra permettre d'aboutir à un progrès continu, une adaptation continue de nos pratiques en tant qu'entreprise aussi, Camille pour l'intérêt général. Merci Patricia. Camille Bachelard, quelles sont les bonnes pratiques qui vous semblent essentielles de partager? Alors, il y en a beaucoup, mais pour celles qui sont vraiment essentielles, pour moi, l'enjeu numéro 1, ça va être l'importance du diagnostic du besoin associatif. C'est-à-dire passer du temps avec l'association pour comprendre quels sont ses enjeux, ses problématiques, et ressortir de ce temps avec une problématique précise qui va permettre d'élaborer une fiche mission, mission sur laquelle du coup le collaborateur va derrière pouvoir s'engager. Pourquoi c'est important? Parce que si on le fait pas, c'est une perte de temps à la fois pour l'association, à la fois pour le collaborateur qui va derrière être démotivé puisque la mission ne fonctionnera pas, et du coup derrière pour l'entreprise. Pour vous donner très rapidement un exemple, chez Pro Bono Lab, cette phase de diagnostic, elle dure à peu près 4 à 7 heures en tout, donc c'est quand même important. Il y a à peu près entre 3 à 4 heures où on prend le temps d'éplucher tous les documents stratégiques, gouvernance et financiers de l'association pour bien comprendre ce qui s'y passe et quels sont les enjeux qu'elle rencontre en ce moment. Et ensuite, il y a 2 heures en direct, enfin une rencontre en direct avec l'association. On va aller la questionner pour bien identifier les problématiques à travailler ensuite avec l'entreprise et ses collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment une phase qui est très importante. Deuxième élément qui me semble essentiel, c'est de faire appel à un intermédiaire. On a cité par exemple tout à l'heure Coeo, donc il y en a plein sur le marché. L'importance de faire appel, enfin l'intérêt de faire appel à un intermédiaire, c'est que cette structure va bien connaître les enjeux associatifs, va avoir un réseau pour pouvoir vous apporter des associations qui ont des besoins et va pouvoir surtout accompagner l'entreprise dans la mise en place de sa stratégie de mécénat de compétences, chose qui est potentiellement difficile à faire si on est seul, puisque c'est en lien avec plein d'enjeux stratégiques au sein de l'entreprise. Autre élément qui me semble important, Patricia, t'en as déjà un petit peu parlé, et Samia, tu l'avais évoqué également, c'est l'importance de considérer le mécénat de compétences dans un apport global de soutien à l'entreprise qui s'associe également à du mécénat financier. Idéalement, j'ai bien conscience que certaines entreprises ne peuvent pas, mais en tant qu'association, enfin pour moi-même être dirigeante d'association et côtoyer au quotidien beaucoup d'associations, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc si cette politique de mécénat de compétences peut être couplée avec un soutien en mécénat financier, c'est tout bénéfique pour l'association. Et dernier point enfin sur lequel je souhaitais insister, c'est l'importance de la qualité et de l'implication du collaborateur et de celle de l'entreprise pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Par exemple, une association qui va s'engager dans une mission de mécénat de compétences avec un collaborateur qui va se désengager, bah c'est quand même pas terrible à la fois pour l'association et aussi pour le collaborateur et pour l'image de l'entreprise derrière. Donc ça, c'est du ressort et de la responsabilité de l'entreprise de faire en sorte que sa politique soit cadrée, structurée et que les collaborateurs comprennent pourquoi l'entreprise fait ça, pour que derrière ça puisse fonctionner du mieux possible, à la fois du coup pour le collaborateur, pour qu'il puisse réitérer l'expérience, pour l'entreprise, pour qu'elle puisse avoir des histoires à raconter et une mesure d'impact qui tienne la route, et bien évidemment pour l'association.
On voit que c'est exigeant, hein, le mécénat de compétences, pour qu'il ait vraiment de l'impact. Et je reviens sur l'idée de la boussole dont parlait Samia tout à l'heure. Oui, c'est très important de savoir où on va et comment on y va. Alors ça, c'était les bonnes pratiques. Il y a peut-être aussi des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on est membre de l'Alliance. Et peut-être que dans la salle, il y a des gens qui vont vouloir rejoindre l'Alliance après cet événement ce matin. Alors, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber ? Alors, le premier piège, je suis navrée si ça gêne certaines personnes, mais je pense qu'on est aussi là pour avoir un franc-parler. C'est que je constate au quotidien, pour côtoyer beaucoup d'entreprises, qu'il y a encore quand même beaucoup d'entreprises qui veulent faire du mécénat de compétences pour simplement du team building d'équipe. Ça, c'est pas possible. Je suis navrée, mais moi, quand j'entends ça, ça me rend folle. C'est vachement bien le team building. C'est important d'avoir des collaborateurs soudés quand même. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. La cohésion d'équipe et la fidélisation, ce sont des bénéfices du mécénat de compétences. Faire ça simplement pour ça, c'est pas possible, puisqu'on oublie du coup l'importance de répondre aux besoins associatifs en numéro 1. Et ça, vraiment, j'insiste sur ça, parce que c'est vraiment notre bataille chez Pro Bono Lab. Le mécénat de compétences doit être en premier lieu à destination des besoins associatifs et pas des besoins de l'entreprise. Donc stop les entreprises qui veulent mettre en place du mécénat de compétences juste pour amuser la galerie, ça c'est pas possible. Et en plus ça ne marchera pas. Je suis désolée, mais ça fonctionnera pas. Deuxième élément qui me semble important, c'est de pas forcément se précipiter en premier lieu vers une plateforme, dans la mesure où une plateforme, ça va être un outil et pas forcément la finalité. Et encore une fois, je vois beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant on a absolument envie de mettre en place une plateforme parce que telle entreprise l'a fait. Oui, certes, c'est très bien et on en a besoin. En revanche, il faut d'abord réfléchir sa politique d'engagement et sa politique de mécénat de compétences, comprendre quels sont les enjeux en interne et la maturité de l'entreprise sur le sujet pour derrière pouvoir réussir le déploiement de sa stratégie de mécénat de compétences. Qu'est-ce qu'on entend par plateforme ? C'est un site internet où on fait se rencontrer les besoins associatifs et les compétences des collaborateurs ? Ouais, plateforme d'engagement comme Coeo ou Enabi vendredi pour les plus connus. Important également de ne pas dévaloriser l'association. Malheureusement, le monde de l'entreprise peut avoir tendance à considérer que les associations manquent de structuration ou sont peu professionnelles. Oui, bien évidemment, ça existe, mais on voit quand même beaucoup d'associations qui sont structurées et professionnalisées. Et si les associations ont elles-mêmes fait la démarche de vouloir mettre en place du mécénat de compétences, c'est qu'elles y ont pensé, qu'elles ont identifié un besoin. Donc c'est important que l'entreprise considère l'association sur un pied d'égalité et limite la considère, j'ai envie de dire, comme un client. Notamment pour les cabinets de conseil qui sont vraiment dans cette approche de clients en fait pour les associations. Ça, je trouve que c'est une pratique que toute entreprise devrait mettre en œuvre parce que c'est un des critères de réussite du mécénat de compétences. Avant-dernier élément, c'est celui de privilégier la qualité à la quantité. Pareil, une entreprise qui vient nous voir en nous disant « je veux engager 1000 collaborateurs alors que j'en ai engagé 0 », c'est impossible. En fait, il faut vraiment commencer par la stratégie des petits pas, commencer par des premiers collaborateurs à engager qui vont être convaincus, qui vont limite le porter dans leur tripes et qui du coup derrière vont pouvoir transmettre le message. Vous, en interne, au sein de l'entreprise, ça vous permettra de vous appuyer dessus et d'avoir une communauté d'ambassadeurs qui iront eux-mêmes porter les messages à d'autres collaborateurs, plutôt que de vouloir absolument événementialiser le mécénat de compétences et faire en sorte, encore une fois, qu'on en vienne à du team building. Ça peut pas marcher. Et puis, la question de l'engagement, c'est aussi une question qui est très personnelle. Donc, autant faire avec les personnes qui y croient dans un premier temps. Ça veut pas dire que les autres seront pas à convaincre derrière, mais commençons d'abord par celles qui sont sensibles à la notion de l'engagement. Et enfin, dernier piège à éviter, c'est important que l'entreprise aille au bout de ses engagements. J'en ai un tout petit peu parlé déjà tout à l'heure. Important que du coup, si elle met en place une mission de mécénat de compétences ou une politique d'engagement, elle va au bout de ses engagements vis-à-vis de l'association pour que ça fonctionne pour les trois parties, l'entreprise, le collaborateur et l'association.
Merci Camille, beaucoup de points importants. J'ai vu que pas mal d'entre vous prenaient des notes. Bah oui, là je pense qu'on a toute une liste de pièges à éviter. Patricia, pour terminer, je voudrais que vous nous disiez ce que vous trouvez dans cette alliance. Pourquoi vous y êtes, pourquoi vous y restez, et quels sont les éléments, les arguments qui pourraient attirer d'autres entreprises bientôt partenaires de l'alliance. Oui, juste je voudrais réagir à ce que dit Camille, parce que c'est vrai que dans l'entreprise, nous on reçoit aussi beaucoup de sollicitations de collègues. Les collaborateurs recherchent du sens, c'est pas un mythe, voilà. Et nous on se doit quelque part d'y répondre. Et le team building, pour moi c'est une prestation. Complètement, que peut proposer tout à fait une association en recherche de financement, et ça doit se positionner dans une sorte de parcours que l'on peut proposer aux collaborateurs ou aux managers, comme peut-être le premier pas. Mais pour moi, je le bannirais pas, parce que si on vient vers nous sur cette recherche de sens, on doit aussi être capable de proposer des parcours d'engagement assez clairs et lisibles pour l'ensemble de l'entreprise et des managers. Par contre, ça ne veut pas dire pas de professionnalisation ou pas de professionnalisme dans la façon dont on le propose, mais encore une fois des degrés d'engagement. Et moi, je suis toujours en train de dire, on n'hiérarchise pas l'engagement en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais engagement. Un engagement est un engagement. Il est court, il est long. Tout engagement a une valeur pour la personne en fait qui donne, et en ça je trouve qu'il faut aussi être vigilant et à l'écoute des collaborateurs et des personnes par rapport à la façon dont elles veulent s'engager pour l'intérêt général. Alors, ceci étant dit, par rapport à l'Alliance, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on travaille tous ensemble autour de l'intérêt général et de l'importance de la valorisation des compétences dans les entreprises et dans les associations. En ça, on partage beaucoup sur beaucoup de thématiques, justement la notion de ces parcours, la notion d'outils, pas d'outils, on compare aussi les outils. Enfin, voilà, pour moi c'est le collectif qui est important, et j'aimerais bien qu'on pousse cette démarche de collectif encore plus en systématisant le dialogue avec les associations, avec aussi les autres partenaires qui existent et qui aussi abordent le mécénat de compétences ou l'engagement d'une façon plus globale. Voilà, rester toujours dans le dialogue, le partage de bonnes pratiques avec mes confrères et mes consoeurs, et aussi avec les associations. Je trouve que on a tout intérêt à continuer ce dialogue. L'étude d'impact en est un premier exemple, mais je pense qu'il y a beaucoup de chemin encore à faire, et c'est pour ça qu'on est là. Et j'en profite pour saluer Isabelle Million, qui est déléguée générale de l'Alliance pour le mécénat de compétences, qui est assise au premier rang. Et je la remercie pour tout le travail d'organisation de cette belle matinée. Donc voilà, oui, là, vous pouvez l'applaudir. Merci Patricia, merci Camille. Je vous invite à regagner la salle. Alors, je vais peut-être vous décevoir un petit peu. Évidemment, je me suis laissé déborder par le temps. On n'aura pas le temps pour les questions du public, mais vous pourrez discuter à l'issue de cette matinée avec nos différents intervenants. Je vais appeler tout de suite nos deux expertes dont je vous parlais tout à l'heure, Constance Chenel et Mathilde Renaud-Tinacci, qui me rejoignent sur scène et que j'invite à s'asseoir. Voilà, Mathilde arrive aussi. Alors, elles travaillent toutes les deux à l'INJEP. L'INJEP, c'est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Merci à vous deux d'être là. Elles ont toutes les deux travaillé, elles aussi, sur le mécénat de compétences ou les différents modèles associatifs, et vous allez nous dire effectivement comment vous avez travaillé, comment vos travaux font écho à notre étude sur le mécénat de compétences à impact. Voilà, c'est le moment des paroles d'expertes.
Bonjour à tous et merci à l'Alliance pour l'invitation à donner un petit peu le regard en fait sur l'étude et tout ce qui a été présenté depuis ce matin qui était particulièrement intéressant. L'INJEP s'est intéressé depuis 2019 à la question du mécénat de compétences par une première enquête qui était ciblée sur les motivations dans le dispositif du mécénat de compétences des collaborateurs et puis les effets qu'ils en retiraient en termes de carrière professionnelle et carrière d'engagement. C'est quelque chose qu'on avait interrogé pour montrer qu'il y avait 2/3 à peu près du corpus, donc des collaborateurs qui poursuivaient en bénévolat. C'était quelque chose, et donc ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure lors de la table ronde. Et puis une deuxième recherche qu'on a menée plus récemment à partir de 2022, début 2022, où en fait on a une enquête Quanticali où on a finalement interrogé en entretien semi-directif 92 alors ou salariés ou collaborateurs ou administrateurs dans les associations. On a été observé aussi 17 établissements ou associatifs ou associations un petit peu partout en France et on avait un questionnaire où on a eu à peu près 800 associations répondantes avec l'idée en fait d'interroger les conditions en fait de mise en place du mécénat de compétences dans les associations, l'accessibilité aussi du dispositif de mécénat de compétences pour le secteur associatif au sens large, et puis en fait ce que finalement on retirait les associations en questionnant très largement ce que ça avait comme impact en termes de partenariat, en termes de modèle socio-économique et en termes de gouvernance, donc avec un certain nombre de résultats et heureusement qui font écho à tout ce qui a été dit par Kimso ce matin. Donc peut-être un résultat qui me semble intéressant, parce que finalement là, ça a été peut-être un peu esquissé, c'est sur la question des modèles socio-économiques. Alors on a tendance nous à appréhender les modèles socio-économiques associatifs sous 3 angles, c'est-à-dire en prenant en compte les ressources financières, donc monétaires, mais aussi en prenant en compte les richesses humaines, donc tous ceux qui composent et font vivre l'activité associative, et puis les alliances, donc la façon dont une association peut tisser des liens sur un territoire, par exemple, avec des partenaires. Et tout ça, on l'intègre nous dans le modèle socio-économique et on a été regarder qu'est-ce que le fait mécénat de compétences à ce fameux modèle socio-économique. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais il y a finalement un peu d'effets, mais je vais le reformuler autrement, peu d'effets directs. En fait, il y a des effets indirects qui passent surtout par le réseau social et donc plutôt la question des alliances. Et on se rend compte que, par exemple, une association qui va faire appel au mécénat de compétences va pas forcément avoir plus de fonds ou plus de mécénat, à de rares exceptions financiers par les entreprises, mais qu'elle va avoir l'information ou l'accès à des fonds de dotation, à des appels à projets publics, et l'information va généralement être transmise par l'entreprise elle-même qui a la personne en mécénat de compétences, et donc on a un système comme ça de prolongement de réseau qui va favoriser le modèle socio-économique associatif, et donc finalement on voit bien que c'est pas forcément par les ressources financières que ça va enrichir le modèle socio-économique, mais plutôt par le système des alliances, et c'est très important pour le développement en fait d'une association. Et je vais te laisser la parole, Constance. Oui, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. 2 derniers points pour terminer cet écho qu'on fait au résultat de l'étude Kimso, Alliance Mécénat de compétences Pro Bono Lab. Un premier point, notamment sur l'apport de compétences. Et ça se voit tout à fait dans les témoignages qu'il y a eu aujourd'hui, notamment celui de Vincent Berthoud, je ne veux pas me tromper sur votre prénom. Vous parliez justement en tant que salarié volontaire d'un apport de structuration pour l'association dans laquelle vous êtes, et en même temps aussi d'un apprentissage de votre part de nouvelles activités et d'une acculturation en quelque sorte avec de nouvelles façons de faire. Premier point, effectivement, nous ce qu'on voit, c'est un véritable intérêt des associations pour le mécénat de compétences pour cet apport en structuration, en développement. En fait, c'est assez paradoxal de voir quand on rencontre les associations et les salariés volontaires, notamment dans le cadre des missions de longue durée, que les termes de management, de gestion de projet reviennent pas tant que ça. Et pourtant, c'est ces compétences-là, en fait, qui sont véritablement recherchées. Si un cadre d'une grande entreprise peut arriver dans une association dont il ne connaît pas la cause, les projets en détail, mais apporter des éléments pour l'association, c'est justement parce qu'il a une expérience de gestion de projet, de management qui est duplicable en quelque sorte. Et c'est ces compétences-là qui sont la plupart du temps recherchées et valorisées.
Là où, en revanche, la duplicabilité, si je puis dire, de l'expérience d'un cadre d'entreprise n'est pas automatique dans une association, c'est dans le fait qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'un salarié ou une salariée doit apprendre lorsqu'il arrive dans l'association. On a eu le témoignage donc de l'ascenseur aujourd'hui. Je prends l'exemple justement du coup des associations d'égalité des chances. Intégrer ces associations-là, ça suppose de s'acculturer, se socialiser à une cause, à un projet. Et cette cause, en fait, c'est pas la même selon l'association d'égalité des chances dont on parle. La conception des inégalités, la manière d'y répondre sera pas la même, et les outils non plus. Et donc, les salariés volontaires apprennent en fait tout un tas de choses dans ces associations. Ils apprennent une cause, ils apprennent des outils pour, par exemple, faire du mentorat, faire de l'animation dans les associations. Et puis, ils parfois peuvent être un petit peu désajustés sur des réflexes. Et typiquement, parfois, on a j'ai le cas d'une association en tête, par exemple, où le salarié volontaire est très bien intégré, les choses se passent extrêmement bien. Par contre, sur le recrutement d'une stagiaire, il y a un petit couac parce que le salarié volontaire fait ce que l'association considère être du jugement au diplôme, et donc du coup il faut accompagner à ce moment-là le salarié volontaire pour lui faire entendre qu'on ne va pas accueillir en entretien une seule personne qui est celle qui a le diplôme le plus élevé, mais plusieurs. Donc voilà un petit exemple, mais qui montre que il y a une acculturation aussi à se faire, que du coup les salariés volontaires apprennent beaucoup, je crois, et c'est ressorti dans votre étude et dans les témoignages aujourd'hui dans les associations. Et donc du coup, ça souligne aussi ce que les entreprises peut-être peuvent avoir à gagner, à échanger via le mécénat de compétences avec les associations. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci Constance, merci Mathilde. Où est-ce qu'on retrouve vos études ? Alors, peut-être pour le dire, alors on a évidemment sur le site de l'INJEP, vous pouvez les télécharger. Alors, la précédente étude de 2019-2020, vous avez le rapport si vous avez très, très envie de vous atteler à la lecture d'un rapport de 160 pages. Sinon, évidemment, vous avez des 4 pages, donc des formats beaucoup plus accessibles. Vous avez l'ensemble des effets pour les collaborateurs sur un format 4 pages. Et puis, à venir, bientôt, c'est la nouvelle enquête qu'on aura normalement à la rentrée 2023 sous 3 formats recto verso, 4 pages et rapport, si encore une fois vous avez envie de lire pendant à la rentrée scolaire. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment, mais ou sur la plage. Ou sur mais sur la plage, du coup ce serait un peu, si vous partez en vacances en septembre, n'hésitez pas à l'amener sur la plage. Voilà. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour ce partage. Et pour terminer cette belle matinée, je vais inviter la présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences à nous rejoindre sur scène, Corinne Massin. Et donc, on va juste remonter le pupitre sur scène comme au début de la séance. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les intervenants, chers tous, je voudrais d'abord remercier le Philantrolab pour l'organisation de la matinée, l'IMO Conception pour tous les aspects communication que vous avez pu constater, les dépliants que vous avez sur les résultats de l'étude et la communication générale de l'Alliance, Frédéric Vuillot pour son animation. Et puis je remercie encore Isabelle Million, notre déléguée, pour vraiment l'orchestration de cet événement qu'elle a vraiment magnifiquement organisé. Aujourd'hui, je suis doublement fière. Fière d'être présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences et fière d'avoir encouragé au sein du groupe de travail études d'impact social la démarche qui vous a été présentée aujourd'hui et d'en apprécier avec vous les enseignements. Tous au sein de l'Alliance, les dirigeants en premier bien sûr, les administrateurs et l'ensemble des membres, nous sommes fortement engagés pour la promotion de ce dispositif qui doit répondre au mieux aux besoins des associations. C'était vraiment le cas aujourd'hui, je pense, et aux autres structures d'intérêt général, bien sûr. Parmi les porteurs de la démarche, je veux tout d'abord saluer l'énergie, la détermination du groupe de travail dédié. Tout d'abord, Adélaïde de Tourtier, de chez PwC, que vous avez entendu, en tant que leader de ce groupe de travail. Stéphanie Osmond, de La Poste. Patricia Benchena, de Schneider Electric. Et ensuite, bien sûr, apprécier la collaboration avec Pro Bono Lab, qui nous a enrichi de sa vision du monde associatif.
Et enfin, bien sûr, remercier Kimso, Samia et Octavie Baculard qui est là, mais aussi Anne Beckbeder qui a travaillé sur l'étude pour leur expertise et leur grand professionnalisme. Ce matin, j'ai entendu des représentants du monde de l'intérêt général parler d'une seule voix, avec une parole libre, pour donner du sens au mécénat de compétences et s'assurer qu'il résonne au plus près avec les attentes des associations, tout en répondant également aux préoccupations RH qui sont les nôtres en tant qu'entreprise et aux souhaits d'engagement sociétal de nos salariés. Déjà, les 2 baromètres du mécénat de compétences qui ont été lancés en 2019 et 2021 par l'Alliance du mécénat de compétences en collaboration avec l'IFOP nous donnaient des éléments très positifs sur les effets en termes de qualité, bien sûr, du mécénat de compétences au travail, bien sûr, quête de sens, gestion de carrière, mise en œuvre des valeurs de l'entreprise. Ce sont des conséquences qu'on sait tous et qu'on a pu expérimenter. Aujourd'hui, pour faire suite à ces résultats encourageants, prometteurs, c'est bien la mesure de l'impact auprès des associations qui doit retenir notre attention et surtout conditionner notre action. Je retiens de cette matinée de nos échanges, plusieurs choses. Le mécénat de compétences permet aux associations de gagner du temps, de bénéficier d'un regard extérieur, de monter en compétences. Elles sont globalement satisfaites de l'expérience, donc ça, on en est vraiment très heureux, mais effectivement à certaines conditions. Le salarié doit s'engager dans un cadre prédéfini, on a parlé de diagnostic, être disponible dans son temps, mais aussi dans son désir d'effectuer la mission, et qu'elle soit utile à l'association. Le salarié doit être accueilli au sein d'un dispositif facilitateur, organisé, on a parlé de plateforme, mais il faut surtout que l'humain reste dans la relation, de manière à ne pas créer de contraintes supplémentaires à l'association. Et ça, je crois que maintenant, on en a tous conscience. Tous vos témoignages me confortent dans l'idée de nous mobiliser autour de la culture de l'impact. Celle-ci doit guider la raison d'être de l'Alliance pour le mécénat de compétences. Les résultats de cette étude devront constituer une base solide de notre vision stratégique. Cette ambition commune nous permettra de travailler ensemble avec notre écosystème pour atteindre ce but commun. Elle permettra notamment d'élaborer un support de référence au mécénat de compétences à impact qui prendra la forme, qui reste à définir, soit d'une charte, soit d'un référentiel éthique de bonnes pratiques. Nous le voyons bien, le chemin se construit en marchant. Les entreprises, et parmi elles, et plus encore les entreprises membres de l'Alliance du mécénat de compétences, doivent veiller à la bonne mise en œuvre du mécénat de compétences. Nous pouvons agir ensemble à la bonne définition de tous les critères qui permettront de garantir un mécénat de compétences réussi. Plus que jamais, le mécénat de compétences dispose d'une place stratégique dans le déploiement des stratégies de l'entreprise, dans leur politique RSE. C'est pourquoi l'Alliance que je préside aujourd'hui aura pour objectif de le rendre déterminant pour le développement des associations. En effet, il permet la rencontre de 2 mondes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés et qui ressortent chacun plus riches d'humanité, de résilience et d'humilité. Plus encore, il constitue un élément de réponse aux enjeux sociétaux s'il se met, à la condition qu'il se mette, à l'écoute de ce pourquoi il existe. La réponse proposée par l'entreprise à ses collaborateurs pour activer le changement de la société de demain. Merci à vous. Merci beaucoup Corinne Massin. Bien, écoutez, voilà, c'est la fin de ce bel événement. Je vous invite à discuter entre vous si vous avez un petit peu de temps devant vous. Merci pour votre participation et on était vraiment ravis d'avoir une salle pleine ici au Philanthro Lab aujourd'hui. Merci, bonne journée.